Bonjour à tous, je suis ravi d'être devant vous ce soir et je vous remercie pour votre présence. Je suis Sébastien, architecte logiciel chez Prosodic Capgemini et mon job actuel consiste à déplacer un système d'information dans le cloud. Alors sur le papier, ça fait peut-être pas rêver, mais ça amène à faire des choses assez sympas, tellement sympas que je suis devant vous pour en parler ce soir. Euh, Avant de commencer, j'ai envie de partager avec vous un moment de nostalgie au travers d'une pause réclame. Ah, il n'y a pas le son. Bon, bah, ça va être dommage. Donc en gros, il y a eu un casse du siècle. Il y a tous les serveurs qui ont disparu dans un data center et ils les cherchent partout. Ils font venir la police. On se demande où sont passés tous les serveurs. Et il y a le fameux Fred qui arrive. Il fait, vous avez pas reçu le mail que je vous ai envoyé hier? Tout est là-dedans maintenant. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave, ça va aller. Bon, je sais pas s'il y en a qui se rappellent de cette publicité-là. C'est peut-être un peu plus dur sans le son de s'en rappeler. Bon, je suis officiellement vieux parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont debout, se lever. Euh, donc c'est des publicités pour ceux qui connaissent pas qui passaient au début du siècle à la télé aux heures de grande audience. Je ne sais pas si mes parents comprenaient grand-chose à ce qui se passait dans ces publicités-là. Et je ne sais pas comment quelqu'un a pu penser qu'en passant ça à la télé, les gens allaient remplacer leur ordinateur familial par une grosse armoire comme ça. Mais si j'ai choisi aujourd'hui de partager avec vous cette vidéo, c'est parce que premièrement, je trouve qu'elle va bien illustrer le sujet du jour. Et deuxièmement, je pense que les acteurs du cloud public sont en train de réaliser le casse du siècle actuellement. Et cette présentation en est une démonstration. Alors, rapidement, aujourd'hui, je vais vous présenter un principe, pourquoi on peut l'appliquer, comment on le fait, puis quelques informations avant de se lancer dans l'aventure. Alors, quand j'ai commencé à faire des applications web, à l'époque, on appelait ça des sites internet. C'était assez simple. Il me fallait un éditeur de code. On pouvait prendre un Notepad, par exemple. Il me fallait quelque chose pour déployer mon code. Donc, je prenais un Qt FTP, un client FTP. C'était pratique. Il peut faire du diff entre l'arborescence locale et distante. Et il me fallait un navigateur moderne. Alors, à l'époque, c'était Netscape Navigator. Et avec ça, j'étais capable d'écrire une application, la déployer et la tester. C'était rapide, c'était simple. C'était un monde presque parfait. Aujourd'hui, quand je veux commencer un nouveau projet, il faut déjà que je trouve des VM. Une fois que j'ai mes VM, il faut que j'installe un SCM pour poser mon code. Ensuite, il faut monter une chaîne de CI. Donc, on va produire des livrables, donc il nous faut un dépôt d'artefacts. Donc, jusqu'ici, ça semble être des bonnes pratiques. Donc, pourquoi pas. Aujourd'hui, on nous parle de faire des conteneurs. Si on a des conteneurs, il nous faut des dépôts d'images. Comme on fait des conteneurs, c'est plus facile de faire des microservices. Ça va nous permettre de scaler là où on a des points de contention, donc faisons des microservices. Donc il nous faut des registres de services. On va faire des clusters, de l'orchestration. Il faut de load balancer, etc., etc. Je ne sais même pas où est-ce que ça s'arrête. Et là, on n'a toujours pas écrit du code. Soyons honnêtes, on n'aurait pas un peu dérapé quand même? Alors j'ai un autre problème aussi. Quand je vais chez mon médecin, il est en ville, donc il faut déjà que je trouve une place en ville, c'est pas toujours simple. Et après, quand c'est des stationnements payants, j'arrive devant le parc Met, et mon médecin, il est très bien, par contre, il peut être très en retard, et c'est très variable. Et ça peut être un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure, 2 heures, et parfois plus malheureusement. Et quand je suis dans le parc Met, je ne sais pas combien je dois mettre dedans. Est-ce que je mets juste pour la demi-heure, ce qui serait l'optimum? Est-ce que je mets 1 heure ou je mets 2 heures? Alors, en général, je mets juste 1 heure. Je me dis, bon, s'il est à l'heure ou un petit peu pas trop en retard, j'ai pas perdu trop d'argent. Et si il est très en retard, je prends le risque de prendre une amende, mais bon, c'est comme ça. Avec les VM, aujourd'hui, c'est un peu le même problème. C'est que on va provisionner une VM avec une certaine capacité qui s'adapte pas. C'est-à-dire qu'on va prendre le cas de charge qui est optimum, enfin où on est assez chargé. Et il y a pas mal de temps où nos VM elles font rien. On sait très bien qu'il y a des moments dans la journée, dans la semaine ou dans le mois où nos VM elles font rien et on paye pour ça alors qu'elles font rien du tout. Et ils sont pas au maximum de leur capacité et donc parfois on arrive dans la zone rouge et la VM
elle ne tient pas la charge. Alors il y a des stratégies d'auto-scaling qui permettent de mettre en place ça, mais c'est encore pas mal de boulot. Si on fait de la VM, ça met du temps à provisionner, etc., etc. Donc on sent que c'est pas optimal au niveau des coûts. Je sais pas pour vous, mais moi je passe pas mon week-end à réparer ma voiture ou à essayer de l'entretenir. C'est pas mon métier, je suis mauvais, je vais perdre du temps, je vais mal le faire. Je confie ça à des professionnels, à des gens qui savent mieux le faire que moi, des garagistes. Mon garagiste, il va le faire rapidement, ça va pas me coûter trop cher par rapport au temps que je l'investirais si je le fais moi-même. Et pour la maintenance des serveurs, c'est le même problème. Il faut confier ça à des personnes dont c'est le boulot. Ils connaissent toutes les failles de sécurité, les mises à jour à faire. Ils savent le faire de façon industrielle. Ils le font à moins cher que si on le fait nous-mêmes. Et ils le font beaucoup mieux. Et donc, c'est pas aux devs de mettre à jour des VM ou des images ou je ne sais quoi. Il faut vraiment confier ça aux professionnels. Alors, si on regarde un peu les trois éléments, les trois points durs que je vous ai présentés, qui sont l'infrastructure et son déploiement, l'optimisation des coûts et la maintenance sécurité, on se rend compte que ces trois activités peuvent nous prendre pas mal de temps et nous éloignent d'une activité qui est, à mon sens, l'activité la principale pour un des développeurs, qui est la production de code. C'est dans le code qu'on est les meilleurs, c'est dans le code où on a la meilleure plus-value, et c'est le code, c'est le métier qu'on arrive à produire. Et donc, comment on peut faire pour se recentrer sur notre activité là où on est le meilleur? Alors, si on regarde un peu ces trois activités, il y a un élément qui peut être commun, qui est le serveur. Sans serveur, on n'a plus d'infrastructure à déployer. Sans serveur, on n'a plus de coût de VM. Et sans serveur, on n'a plus de failles de sécurité. Alors, pourquoi ne pas enlever les serveurs, tout simplement? Et c'est là qu'intervient le serverless. Alors, qu'est-ce que c'est le serverless? Une architecture sans serveur? Non, pas vraiment. En fait, le serverless, c'est juste un principe qui vous dit que vous n'avez plus à vous soucier des serveurs. C'est d'autres personnes qui le font mieux que vous qui vont s'en charger. Donc, c'est pas la peine de dire serverless, il y a toujours des serveurs. On sait tous qu'il y a toujours des serveurs, on est grand, on est cultivé, on sait bien qu'il y a toujours des serveurs qui processent les requêtes. Donc, on arrête le débat sur le serverless. Alors, le serverless était rendu possible grâce à un nouveau type de service qui est arrivé en fin 2014, qui se nomme le Function as a Service, donc j'appellerai ça le FAS ensuite. Alors qu'est-ce que c'est qu'un FAS? En fait, c'est un service managé, donc qui est géré par quelqu'un d'autre, donc on n'a pas besoin de s'en occuper, qui permet d'exécuter du code. Donc là, on retrouve l'activité qu'on avait, notre activité principale, la production de code, donc ça c'est pas mal, qui est scalable, c'est-à-dire que le service va scaler la capacité de processing de notre code. On n'a plus à se soucier des ressources. Et il est facturé à l'usage. Donc c'est-à-dire que vous allez payer que quand votre code est appelé. Donc c'est la première fois qu'on a du code qu'on peut déployer qui ne coûtera rien s'il n'est pas utilisé. Souvent, les deux axes de facturation, il y a deux axes sur la facturation qui est le nombre d'invocations de la fonction et le temps qu'il a mis à processer la fonction. Et autre point intéressant, c'est que c'est la première fois où on va être capable aussi de pouvoir estimer combien nous coûte une fonctionnalité, puisqu'on sait combien d'appels va passer dans la fonction, combien de temps à peu près ça va passer. Donc on peut estimer combien nous coûte une fonctionnalité, c'est assez intéressant. Alors si on rentre plus en détail dans le FAS, donc on a vu que c'est une fonction, donc c'est l'unité de déploiement, on va déployer des fonctions, et c'est l'unité de facturation, comme je vous disais. C'est stateless, donc on ne conserve pas d'état, et il faut partir du principe qu'on n'a pas accès à un disque persistant. Selon les services, vous pouvez avoir accès au disque, mais il ne faut pas compter sur le fait de pouvoir récupérer les infos que vous avez déjà mis précédemment. C'est généralement polyglotte. La plupart supportent le Node.js. Je pense que c'est le langage des early adopters, donc tous font du Node.js. Et après, selon les plateformes, il y a d'autres langages, comme du Java, Python, etc. C'est orienté événement, c'est-à-dire que votre fonction l'exécution de la fonction va être déclenchée sur la réception d'un événement. Donc les événements, ça peut être du web comme un webhook, une API gateway. Ça peut être un événement sur votre service de stockage, donc un fichier déposé, un fichier modifié, ça va déclencher le traitement d'une fonction. Pareil sur des bases de données, l'ordonnancement, etc. Enfin, tout type de service que votre cloud provider peut vous proposer peut déclencher une fonction. Et généralement, c'est de courte durée.
Bon, rien n'empêche d'avoir des fonctions qui durent très longtemps, mais souvent c'est plutôt de l'ordre de la centaine de millisecondes. Ça ne vous empêche pas de faire des fonctions qui durent plusieurs secondes, plusieurs minutes, mais c'est généralement de courte durée. Donc on se rend compte qu'avant, on achetait des serveurs qui nous duraient des années. Après, on s'est mis à construire des VM qui nous duraient des mois. On est passé au conteneur où c'était plutôt une durée de vie de l'ordre de la minute ou de la seconde selon ce qu'on fait avec. Et là, on descend vraiment un cran en dessous. Alors, à quoi ressemble une fonction qu'on déploie? Donc, c'est une fonction qui doit implémenter un certain contrat. Donc, généralement, on prend 2 ou 3 paramètres qui sont des objets qui vont vous transmettre les informations de l'événement qui a provoqué l'exécution. Un objet qui va vous permettre de retourner d'autres informations. Et souvent, un objet de contexte qui vous donne accès à certaines informations sur la plateforme ou accès à des services de la plateforme. Et dedans, vous mettez le code que vous voulez. Donc là, par exemple, c'est une construction d'un objet JSON qu'on va retourner. Et ça affiche un hello coucou. Donc c'est assez simple. Et là, dans votre code, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez mettre une consultation d'une base de données, une mise à jour. Vous pouvez faire un appel d'API REST. Vous pouvez appeler un autre service. Vous mettez vraiment ce que vous voulez dans cette fonction-là. Vous pouvez intégrer des dépendances avec d'autres librairies. Vous êtes vraiment libre. Hein. On fait ce qu'on veut. Avec le FAS, souvent est couplé ce qu'on appelle le backend as a service, qu'on appelle aussi BAS. L'idée du backend as a service, c'est de proposer un backend prêt à l'emploi et que l'on ne gère pas soi-même. Donc généralement, il y a 2 catégories de backend as a service qu'on retrouve assez souvent. Il y a l'authentification. Donc l'idée, vous utilisez un service d'authentification peut-être que Auth0, Firebase ou Cognito. Et ce service va s'occuper de gérer l'authentification de vos utilisateurs et la base d'identité des utilisateurs. Et vos applications clientes que vous développez, elles attaquent directement le backend as a service. Vous pouvez interroger le backend as a service et vous avez une IHM aussi pour gérer vos bases, etc. On retrouve la même chose avec les bases de données. Donc, par exemple, vous pouvez faire la base de données temps réel avec Firebase. Vous pouvez faire avec DynamoDB, RestDB.io qui propose une base de données accessible par API REST. Et donc l'idée, c'est toujours la même, c'est de ne pas avoir à installer soi-même quelque chose. Vous réutilisez un service managé et vous l'utilisez tel quel. Et accessible depuis vos applications. C'est-à-dire que vos applications qui vont être téléchargées sur le navigateur client, ils vont pouvoir taper directement dans ces services. On utilise du FAS, du BAS, et l'autre idée, ça va être d'utiliser un maximum de services tiers. Votre métier, c'est pas d'émettre des mails, donc c'est pas la peine d'essayer de recoder un service de mail. Vous allez utiliser un service de mail, ils le font mieux que vous, ils vont le gérer eux-mêmes, et ça va être plus rapide pour vous. Vous n'avez pas besoin de réimplémenter quelque chose et vous n'avez pas besoin de l'administrer. Si vous faites la détection sur des images, la reconnaissance d'images, c'est pas la peine d'essayer de redévelopper quelque chose. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'intégrer des libs d'OCR ou des choses comme ça. C'est assez compliqué. Et en plus, après, vous vous retrouvez à gérer un serveur et vous allez le faire moins bien que d'autres. Donc, tous les services qui ne sont pas votre cœur de métier, l'idée, c'est d'utiliser des services tiers pour le faire. Alors si on regarde un peu, quand on fait du serverless, on va retrouver 5 grands principes. Le premier, c'est bien entendu l'utilisation d'un service d'exécution de code à la demande. Donc c'est le fameux FAS. Ces fonctions sont sans état et ont un objectif unique. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire des fonctions qui ont un seul traitement, une seule responsabilité. Si vous avez plusieurs traitements à faire, il faut découper en plusieurs fonctions et il faut chaîner l'exécution de ces fonctions-là. Donc on a dit que c'était orienté événement, et comme on va chaîner différentes exécutions de fonctions ou d'appels de services, on va construire des pipelines d'exécution de services, enfin de fonctions. La conséquence de tout ça, c'est qu'on va avoir des applications de front-end qui vont être beaucoup plus riches, beaucoup plus épaisses, puisqu'elles vont attaquer directement les back-ends, donc c'est du code qu'on intègre dans les... que jusqu'à présent on avait côté serveur, que là on va descendre côté client, et ils vont attaquer directement dans tous ces services. Il va y avoir un peu plus de code d'ergonomie ou de traitement de métier qui vont se retrouver dans côté front-end aussi. Ça n'empêche pas de faire les contrôles côté serveur, mais il y a une partie du code qui va redescendre dans le front-end. Et le dernier point, c'est une forte adoption à tout ce qui est service tiers pour éviter de recoder des choses qui existent déjà et puis capitaliser sur le travail des autres.
Alors, comment on se projette sur l'ensemble des as a service, toutes les couches? Donc, on avait jusqu'à présent la stack de l'IT traditionnelle où bah, on achète tout, du matériel au réseau jusqu'à l'application. On est responsable de tout, on gère tout et on paye tout. Après, on a eu l'infrastructure as a service qui, elle, on a notre provider qui s'occupe du réseau jusqu'à une partie de l'OS. Et nous, on gérait de l'OS jusqu'à notre application. Ensuite, arrivait le pass. Donc le pass, on remonte un cran jusqu'au runtime. Et on n'a plus qu'à gérer nous-mêmes les données et les applications. Et tout au bout, on a le SaaS où bah, c'est notre provider qui gère tout. Et nous, on n'est que utilisateur du service. Eh bien, le serverless, il se situe entre le pass et le SaaS. En fait, la différence, c'est que dans les applications, on va distinguer deux catégories, les applications clientes et les applications du back-end. Les applications clientes, bah, c'est nous qui les gérons, c'est nous qui concevons ces applications clientes. Et le back-end, en fait, il y a une partie qui est gérée par notre provider, c'est toutes les back-end as a service. Et il y a une autre partie que c'est nous qui gérons, qui est la partie fonction as a service. Et quand je dis c'est le provider qui gère, c'est-à-dire que c'est lui qui s'occupe d'opérer tous les serveurs, c'est lui qui s'occupe de faire les mises à jour. Le coût de cette partie provider, elle est mutualisée sur tous les clients du provider. Et la partie que nous on gère, bon, c'est celle où on doit faire les mises à jour, c'est celle qu'on doit surveiller. Et donc c'est celle qu'on paye, on est les seuls à payer. En fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que le serverless, c'est ni plus ni moins du PaaS un peu amélioré. Moi, j'appelle ça du PaaS 2.0. En gros, il y a quelques années, tout le monde a commencé à dire je fais du PaaS, mais ce n'est pas toujours du PaaS. Des fois, on avait des choses à gérer soi-même, de l'infra, tout ça. Et on se rend compte que les gens il y avait des gens qui faisaient déjà du PaaS, du vrai PaaS, mais ceux qui passent vraiment sur une architecture serverless, au final, c'est que du PaaS. Alors pourquoi on ferait du PaaS? La première raison, c'est pour aller beaucoup plus vite, parce qu'on n'a pas d'infrastructure à déployer. On va capitaliser sur le travail des autres en utilisant des services tout près. Donc ça va vous permettre d'aller de déployer une solution beaucoup plus rapidement. Et comme on va déployer par fonction également, ça va nous permettre de déployer plus souvent des tout petits incréments beaucoup plus rapidement. On fait du PaaS aussi parce que ça coûte peu d'argent, enfin on n'a pas beaucoup à investir. Donc il y a quelqu'un qui a fait une API de CodeDown et il a fait un retour d'expérience sur son API qu'il a mis en production. Et donc au bout d'un mois, il avait reçu 2,1 millions de requêtes. Et ces 2 millions de requêtes, ça lui avait coûté seulement 11 $. Et dans son API, il utilise une quinzaine de services de son provider. Donc il y a de l'API, il y a des fonctions, il y a de la base de données, il y a de l'alerting, des mails, plein de services différents. Et ça lui a coûté de l'argent qu'au moment où il l'a déployé en prod. Avant, ça lui a pas coûté, sauf pour les tests, mais c'est vraiment ridicule. Si elle n'avait pas été utilisée, ça lui aurait rien coûté. Et s'il y avait eu plus de succès, bon, forcément, ça aurait coûté plus cher. Mais on voit que il n'a rien dépensé d'autre que ça. Donc c'est intéressant quand on veut essayer des choses sans trop investir. Au cours de l'année 2016, il y a eu pas mal de retours d'expérience de la mise en place d'architecture serverless. Et on se rend compte que les trois gros retours, les trois caractéristiques, c'est que c'était moins cher, plus rapide et plus scalable. Donc je vous ai listé trois retours d'expérience. Le premier, c'est Coca-Cola qui avait une solution pour leur distributeur automatique. Vous avez une architecture qui était déjà en place, traditionnelle. Et ils l'ont passé en serverless. Si je me rappelle bien, ça leur coûtait à peu près 12 000 $ par an. Et en passant en serverless, ils ont fait une économie de 65%. Alors, ils ont estimé que leur VM, elle leur coûte par mois 250 $. Et dans les 250 $, il y a 150 $ de gestion. Donc, c'est-à-dire que c'est les personnes qui s'occupent de gérer ces machines, les personnes qui les surveillent, qui les mettent à jour, etc., etc. Donc on se rend compte qu'une grosse partie de l'économie est faite quand même sur la gestion des VM. Mais il n'y avait pas que ça quand même. Il y a Finra aussi qui est une société qui fait de l'analyse de transactions, enfin la validation de transactions. Et ils ont une activité qui est assez variable, mais grosso modo ils gèrent à peu près un demi-trillion de transactions par jour. Et ça fluctue en fonction de l'actualité. Ils sont passés aussi dans une architecture serverless et ils ont divisé par 2 leurs coûts.
Et autre gros avantage qu'ils en ont tiré, c'est que la scalabilité était vraiment un sujet stressant pour eux parce qu'ils devaient être capables de monter très rapidement en puissance s'il y avait beaucoup de trafic qui arrivait ou redescendre rapidement pour pas que ça coûte très cher. Et c'était assez stressant pour eux. Et avec une solution serverless, c'est plus un sujet la scalabilité parce que c'est fourni par défaut par les services et donc ils se posent plus la question et ils le vivent beaucoup mieux. Dernier exemple, c'est une startup qui s'appelle Loader qui propose un produit pour charger des gros fichiers dans une base Big Data. Ils avaient un client qui avait besoin d'intégrer un fichier quotidien. Et un utilisateur pouvait également demander à n'importe quel moment de la journée l'intégration d'un fichier. Pour cela, ils avaient mis en place une VM qui, tous les jours, pendant 20 minutes, intégrait le fichier quotidien et avait une web app qui permettait à un utilisateur de demander l'intégration d'un nouveau fichier. Ils sont passés en serverless, donc ils ont enlevé leur VM, ils ont créé une fonction qui intègre le fichier quotidien et qui, sur le dépôt d'un fichier sur un service de stockage, va déclencher l'intégration du fichier déposé par l'utilisateur. Et le fait d'être passé sur ce modèle-là, ils ont divisé par 100 leur coût d'infrastructure. Et en plus, comme le FAS, c'est scalable, c'est beaucoup plus facile de paralléliser les traitements. Donc ils se sont mis à paralyser l'intégration du fichier. Ils avaient une grosse puissance de calcul qui était disponible sous leurs mains. Et ils ont divisé par 5 le temps d'intégration. Donc le fichier, maintenant, il s'intègre en 4 minutes. Alors vous vous dites, la scalabilité, c'est pas pour moi, c'est que pour les autres. Mais je ne sais pas si vous connaissez l'effet capital. C'est quand on a souvent une start-up, mais pas que les start-up, qui ont leur moment de gloire quand ils passent à Capital le dimanche soir, que tout le monde va sur Internet pour voir le site de la société. Et puis là, on a le serveur indisponible. Alors les plus malins, ils mettent une petite page pour dire devant le succès, nous pouvons traiter votre demande. Mais la réalité, c'est qu'à chaque fois que vous affichez cette page-là, vous perdez potentiellement un client. Et donc, finalement, parfois, c'est le jour de la honte. Et ça arrive aussi même aux plus grands. L'année dernière, il y a un petit jeu qui est sorti qui s'appelle Pokémon Go. Donc, ils avaient fait une estimation de trafic qu'ils allaient recevoir, puis ils avaient fait une estimation qu'ils appellent les pessimistes, avec un trafic 5 fois plus important. Et quand ils ont lancé le jeu, en fait, ils ont reçu un trafic 50 fois plus important que ce qu'ils avaient estimé. Donc ils étaient déjà dans le cloud et ils ont pu réagir assez rapidement, mais ils n'ont pas pu absorber le trafic dès le premier jour. Il a fallu étaler sur plusieurs jours. Et je pense qu'ils ont perdu pas mal d'argent quand même, vu le trafic, c'est vraiment important. Et donc c'est dommage de ne pas profiter in fine de scalabilité. Surtout que là, du coup, c'est plus un sujet, donc on n'a pas besoin de se creuser les ménages, voir comment on va scaler, etc. Donc là, c'est fourni par défaut. Autre avantage, c'est qu'on va écrire moins de code, parce qu'on va écrire que quelques petites fonctions. Et si on écrit moins de code, on va faire moins d'erreurs. Donc on va avoir moins de bugs, on va perdre moins de temps dans ces sujets. Et dernier point, on s'est dit, il n'y a plus de serveurs, donc du coup, on peut virer les ops, on n'en a plus besoin. Bon, en vrai, les ops, ils ont regardé, ils ont dit, vos fonctions, c'est de la glue, nous, on sait le faire, un appel d'API aussi, c'est pas très compliqué, on peut le faire nous-mêmes. Bon, on n'a qu'à faire plutôt des no-dev. Au final, je pense que c'est plutôt du less ops. Les ops, on en a toujours besoin. C'est juste qu'ils vont être moins accaparés par des sujets qu'on avait avant de déploiement d'infrastructures. Ils vont avoir peut-être plus de temps, par exemple, pour vous automatiser vos déploiements. Et en plus, on a toujours besoin d'ops pour monitorer ce système. On va avoir des services utilisés partout. Il faut des personnes qui soient capables de bien gérer l'ensemble, de savoir où passe quoi. Comprendre, pouvoir analyser si au moment on a des services qui tombent ou si on a des ralentissements sur des traitements, comprendre ce qui se passe, mettre en place des dashboards, tout ça. Et ça, ils sont bons là-dedans aussi, ils peuvent nous aider. Donc c'est plutôt du less ops. Alors je vais vous expliquer pourquoi on en ferait, mais comment on peut faire du serverless. Alors déjà, il faut trouver un fonction as a service. Donc il en existe pas mal. Le premier, c'était Amazon qui l'a sorti, donc fin 2014, s'appelle AWS Lambda. Il y a Microsoft qui propose Azure Function, et ce qui est intéressant, c'est que c'est un projet open source. Il y a IBM qui propose OpenWhisk, qui a la particularité d'être disponible aussi en on-premise.
Alors ça peut paraître un peu contre-intuitif parce qu'on se dit on fait du serverless avec le FAS, comme ça on n'a plus besoin de gérer de fonctions. Puis là il y a quelqu'un qui nous propose un FAS qu'on va héberger chez soi, donc on retrouve avec les serveurs ça. Mais je pense qu'il y a quand même des cas d'usage qui peuvent être très intéressants et c'est plutôt pas mal d'avoir ce genre de service. Bien entendu il y a Google qui propose son service, qui est encore en bêta. Par contre il est plutôt bien intégré avec toute la suite Firebase, donc si vous faites du Firebase c'est plutôt intéressant. Et il y a d'autres acteurs moins connus tels que Auth0 qui propose WebTask ou Iron.io, enfin il y en a plein d'autres. Et souvent ils ont des petites fonctionnalités qu'on ne retrouve pas chez les 4 plus gros, donc ça peut être intéressant de regarder ce qu'ils font. Et il y a la communauté aussi des conteneurs qui commence à monter soit des POC ou des projets autour du FAS. Donc on voit que ça bouge beaucoup autour de ce type de service et que ça suscite de l'intérêt. Alors vous vous demandez aussi, je vous ai dit on enlève tous les serveurs, mais moi j'ai des sites web, et ces sites web, bah, c'est toujours mon serveur HTTP qui me les distribue. Alors comment je fais? En fait, quand on va faire du serverless, on va avoir des applications clientes qui vont contenir que du contenu statique. Vous allez avoir des pages HTML, du CSS, du JavaScript, des images, et tout ça c'est que du contenu statique. Et donc, on va utiliser des services qui permettent d'exposer du contenu statique. Donc, vous pouvez utiliser par exemple S3 avec CloudFront, c'est chez Amazon. Et donc, vous déposez sur un service de stockage votre appli web qui a que du contenu statique. Et eux, ils l'exposent sous forme d'application web. Firebase propose le même service. Vous pouvez utiliser les GitHub Pages. Il en existe plein d'autres. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un service, votre site web qui est stocké sur un service de stockage et exposé à n'importe qui sur le web, sans avoir toujours à gérer de serveur. Alors, à quoi ressemble une architecture serverless? Donc là, on a un exemple simple où on a notre application, notre utilisateur qui est sur son mobile ou sur son desktop. Il va aller sur le site web. Donc là, il télécharge tout le code du site web, donc les pages HTML, le JavaScript. Depuis son navigateur, ça va directement appeler le service d'authentification qui va l'authentifier, récupérer des credentials. Et une fois qu'il a fait ça, il va pouvoir par exemple taper directement dans la base de produits qui est exposée à tout le monde, enfin aux utilisateurs en direct, pour récupérer des infos sur les produits. Et puis si par exemple il veut faire une recherche sur un produit, ça va déclencher l'appel d'une API qu'on a exposée sous forme d'une API Gateway, qui elle va déclencher l'exécution d'une fonction. Et cette fonction va faire une recherche dans la base de produits. Quand il sélectionne ses produits, après il va vouloir commander. Donc là c'est pareil, il va appeler directement l'API Gateway depuis son navigateur. L'API Gateway va détecter que c'est une commande, il va déclencher la fonction de commande qui elle va insérer un ordre de commande dans une base qui elle n'est pas exposée à tout le monde parce que dedans il y a des données plutôt sensibles, donc qui va être dans notre back-end. Donc on voit qu'on a une base de données qui ne contient pas d'informations critiques, qui peut être exposée à n'importe qui, et une autre qui est cachée, qui est accessible qu'à par des fonctions. Alors l'intérêt d'exposer ici une base de données directement aux utilisateurs, il est double. Le premier, c'est qu'il y a moins de latence, puisqu'on ne va pas passer par un appel d'API Gateway, puis une fonction, puis la base de données. Là, c'est le navigateur qui va directement taper dans la base de données, donc il y a moins de latence. Et en plus, ça a un intérêt économique, parce que si vous passez par une API Gateway, une fonction, vous allez payer tout ça. Que là, l'utilisateur, il passe directement sur la base de données, donc vous n'avez pas à payer la fonction, l'exécution de la fonction et le déclenchement de l'API Gateway. Si on veut voir, on peut imaginer des cas encore plus compliqués. Donc là, on retrouve au milieu notre web app avec le fonctionnement que je vous ai expliqué tout à l'heure. Puis par exemple, vous voulez faire de la veille concurrentielle, donc vous allez mettre en place un watcher. Donc ça va avoir une fonction qui va scraper les sites des concurrents pour récupérer leur prix. Et cette fonction-là va être déclenchée par un timer, donc une sorte de cron. La fonction récupère les prix, puis va les insérer dans votre base de données qui est dans le back-end. Et puis on peut imaginer aussi un notifieur. Donc on va créer une nouvelle fonction qui va écouter les mises à jour de la base de données où on a stocké les tarifs des concurrents. Et à chaque mise à jour, elle peut déclencher une notification pour dire tiens, on est en train de baisser les prix. Et puis vous allez contacter vos clients pour dire tel produit vous intéressez, on vient de baisser les prix, revenez nous voir. Donc on peut imaginer après toutes sortes de chaînages de fonctions, de services. C'est vraiment intéressant. Alors comment se lancer dans l'aventure? Déjà, si vous avez un pied dans le cloud public, dans un cloud public,
c'est assez simple de regarder comment ça fonctionne, parce que vous avez déjà tous les outils à disposition. Donc il ne faut pas hésiter à regarder, faire des essais, voir comment ça fonctionne, est-ce que ça peut répondre à vos problématiques. Donc c'est plutôt pas mal. Je pense que c'est une architecture qui est adaptée aussi aux startups, parce qu'ils ne vont pas perdre du temps à mettre en place toute une infrastructure, à déployer. C'est du temps, de l'argent. Là, ils vont directement pouvoir déployer leurs idées dans le cloud et dans tous les services managés. Et donc, ça va permettre de gagner du temps et de l'argent, puisqu'on paye que quand c'est vraiment utilisé. Et ça va être pas mal pour faire des prototypes ou des MVP, puisque bah, vous avez une idée, vous la concevez, vous codez vos premières fonctions, le chaînage avec tous vos services, et vous déployez, vous pouvez tout de suite démontrer à des utilisateurs ou à vos collègues le service que vous avez imaginé. Et en plus, bah, ça ne vous coûte rien tant que c'est pas utilisé, donc c'est plutôt pas mal. Ça peut rester disponible assez longtemps. Et comment on peut faire ça? Bah, je vous déconseille de réécrire une application existante et la passer en serverless. Il peut y avoir quand même pas mal de boulot et il faut réfléchir différemment. Donc c'est peut-être mieux de commencer par une nouvelle application ou une nouvelle fonctionnalité. Rien n'empêche d'avoir une application qui existe déjà et commencer une nouvelle fonctionnalité en mode serverless. Vous pouvez même appeler directement depuis votre code avec des SDK, des fonctions que vous avez déployées dans votre face. Donc une nouvelle fonctionnalité, ça peut marcher. Il faut vraiment penser différemment et penser événement. Donc on a vu que c'était intéressant pour découper les fonctions. Et c'est même important parce que, par exemple, si vous avez une fonction qui appelle une seconde fonction, donc ça c'est faisable, mais pendant que vous traitez la seconde fonction, vous êtes facturé 2 fois par la première qui attend le résultat de la deuxième et la deuxième qui fait son traitement. Donc dans ces cas-là, on va éviter de se faire ce genre de schéma et on va plutôt les découpler et puis déclencher des événements pour chaîner l'exécution. Donc il faut vraiment penser différent et penser événement. Et l'autre point important, c'est de bien connaître la plateforme sur laquelle vous allez déployer votre architecture, de bien connaître toutes les fonctionnalités et les petites subtilités. Donc par exemple, quand on fait une application web qui permet d'uploader des fichiers, généralement, bah, on a notre serveur qui accepte des requêtes d'upload. Donc notre serveur, il récupère le fichier, il peut faire quelques traitements, puis après il va l'uploader vers un service de stockage. Donc ça, on peut le faire en serverless avec une fonction qui va récupérer le fichier, faire les traitements, puis le pousser vers votre service de stockage. Mais par exemple, si vous êtes chez Amazon et que vous utilisez S3, S3 permet de faire des pré-signatures de postes d'objets. Donc l'idée, c'est que vous avez votre application web cliente qui demande à une fonction l'autorisation d'uploader un fichier. La fonction va demander une pré-signature d'URL à S3. S3 va la donner. La fonction la rend à l'application cliente. Et l'application cliente, à partir de cette URL pré-signée, va uploader directement le fichier sur S3, sans passer par une fonction. Et donc ça permet d'économiser, puisqu'on ne va pas avoir une fonction qui va durer un certain temps pour récupérer le fichier. Là, on interroge directement le service S3. Donc c'est un peu la même idée que quand on interroge le backend as a service. Ça nous évite d'avoir une fonction qui fait ce boulot. Mince. Bon voilà, je vous ai donné tous les super pouvoirs pour devenir un super héros lundi quand vous retournez au boulot. Vous allez pouvoir déployer rapidement, à pas cher, plein d'applications. Vous allez devenir le super héros de votre boîte. Avant de partir, j'ai quand même 2-3 trucs à vous dire. Il y a des cas d'usage où c'est plus simple quand même de faire du serverless. Donc le premier qui est assez évident, c'est la glue entre les services. Quand vous êtes dans un cloud, vous allez utiliser plein de services et souvent on monte des VM juste pour avoir un petit serveur qui va récupérer des événements d'un service et pousser vers un autre service d'autres informations. Et là, les fonctions, c'est vraiment un des outils les plus adaptés parce que vous avez une fonction qui s'abonne à des événements d'un service, qui va récupérer des infos et qui va pouvoir elle-même les pousser dans un autre. Donc c'est vraiment un cas d'usage le plus basique et celui avec lequel on a le retour un ROI le plus immédiat. Si vous avez des traitements qui ont des fortes consommations CPU, du genre des traitements d'images ou de vidéos, c'est vraiment adapté puisqu'on a une grosse capacité de calcul puisque c'est scalable. Si vous avez une forte variabilité d'activité aussi, c'est pas mal puisque comme on a la scalabilité, le service s'adapte et ça nous évite de provisionner des grosses VM pour rien. Si vous avez les deux variabilités, forcément, là, le bénéfice est double.
Et c'est aussi intéressant pour des services où vous avez très peu d'activité. Donc, tout à l'heure, je vous parlais de vos prototypes qui sont presque pas utilisés. Donc, on voit que ça ne coûte rien et c'est pas mal. Mais par exemple, si vous avez des webhooks ou des bots, ça peut être pas mal aussi de le déployer en serverless puisqu'ils sont pas forcément appelés souvent et donc ça sera facturé qu'au moment de l'exécution de la fonction. Alors quand vous allez faire du serverless, on a dit on déploie des fonctions, mais du coup on se met à faire des nano-services. Alors quand on fait du microservice, c'est un anti-pattern, c'est-à-dire que vous découpez trop vos services. Mais ici, là, c'est par conception, vous faites des nano-services. Alors il faut juste savoir que ça va être un peu plus complexe, parce que vous allez avoir plein de services, de fonctions dans tous les sens. Donc c'est important d'avoir des schémas d'architecture qui sont à jour pour savoir quelles fonctions sont déployées, par qui sont-elles utilisées, et bien connaître toute l'architecture. Et donc en faisant des nano-services, l'autre souci c'est qu'on va faire que des appels distants, puisqu'à chaque fois c'est des appels distants vers d'autres services. Donc ça engendre de la latence. On est vraiment dans un système ultra distribué, on en a partout dans notre cloud public, mais parfois chez d'autres personnes. Donc il y a de la latence. Donc si vous avez des traitements qui qui doivent répondre très rapidement, c'est peut-être pas sur du serverless que vous allez faire. Je parle bien de latence, hein, pas de performance. L'autre point bloquant, c'est la dépendance au tiers. C'est-à-dire que je vous ai dit, on utilise un maximum de services tiers. Il faut savoir quels sont les services les plus critiques pour nous, quels sont les plans B si le service tombe, si le service est indisponible, si les temps de traitement se dégradent. Est-ce qu'on bascule sur un autre? Est-ce qu'on est capable de fournir comment dirais-je, de traiter les demandes dans un mode dégradé? Et qu'est-ce qui se passe si le service ferme ou change ses conditions d'utilisation? Je pense que ça va parler aux gens qui ont utilisé par exemple Parse, qui est un back-end de service de Facebook, qui a fermé et qui a laissé plein de monde sur le carreau. Donc c'est bien de capitaliser sur le travail des autres, mais ça engendre certains risques, il faut en être conscient, et il faut savoir si c'est critique ou pas. Et voir certains services qu'on peut à terme peut-être réimplémenter soi-même si on pense que c'est critique. Alors le sujet le plus bloquant, je pense, c'est le client prisonnier. On appelle, connu aussi sous le terme de vendor locking. Donc l'idée, c'est que vous êtes chez un fournisseur de clones, vous utilisez sa solution, et vous êtes un peu bloqué chez lui, vous n'allez pas pouvoir passer chez un concurrent. Alors si vous parlez avec votre fournisseur, il vous dit non, non, c'est pas vrai, déjà vous n'avez pas d'engagement, vous partez quand vous voulez, puis vous regardez vos fonctions, c'est les mêmes, ça ne change pas grand-chose, le prototype est quasiment le même. Alors, on peut imaginer des wrappers pour faire une abstraction au niveau des fonctions, mais les données qu'il y a dedans, ce n'est pas les mêmes, donc on peut encore imaginer un mapping sur les données, mais au final, les informations qu'il y a dans les objets d'événements, ce n'est pas du tout les mêmes. Les services qui ont déclenché ces événements, c'est pas les mêmes, ils n'ont pas le même comportement, ils n'ont pas les mêmes fonctions. Donc au final, c'est pas facile de porter une architecture d'un cloud provider à un autre. C'est faisable, mais ça va passer par une grosse partie de réécriture des fonctions, puisqu'il va y avoir du code qui est spécifique à la plateforme. Et en plus, parfois vous allez utiliser un service une fonctionnalité d'un service qui n'existe pas chez le concurrent. Donc là, il va falloir trouver comment faire. Donc même si l'architecture globale est la même, c'est pas le même code. Donc pour moi, il y a un vrai sujet du client prisonnier quand même. Et il ne faut pas oublier que dans ces cas-là, souvent, on utilise des solutions propriétaires, c'est pas de l'open source. Donc on est vraiment à coder du code, à utiliser des services propriétaires. Donc on ne va pas les retrouver ailleurs. Donc on a eu beaucoup de retours d'expérience en 2016 sur des mises en production, mais c'était 2016, donc c'est encore assez jeune. Si on regarde du côté du poste du développeur, pour développer, il n'y a pas encore de solution bien intégrée qui va permettre de bien développer. Alors, il y a des frameworks de développement qui commencent à émerger. Il y en a un qui est pas mal, c'est Serverless Framework. Il y avait une présentation hier sur ce framework-là. Donc il offre un cadre logiciel, un cadre de développement pour les développeurs. Ça permet de fluidifier les développements, les déploiements, les tests. D'ailleurs, il supporte 3 cloud providers aujourd'hui, donc c'est pratique, mais c'est encore jeune. Et on se rend compte que quand on veut tester en local, on va être obligé d'émuler tous les services qu'on utilise dans le cloud.
Donc, enfin, soit on les appelle directement, soit on les émule. Et pour les émuler, il faut récupérer des outils à droite, à gauche. Il n'y a pas encore de solution bien packagée qui regroupe tout ça. Donc il y a encore du boulot. Donc ça, c'était la partie dev. Et côté exploitation, on se rend compte dans tous les retours d'expérience qu'il y a pu y avoir que le gros point noir, c'est le monitoring et le debugging de la solution. Parce qu'on utilise plein de services dans tous les sens et c'est pas toujours simple de comprendre ce qui s'est passé, de retrouver l'enchaînement par où est passée une action et de comprendre où est-ce que ça bloque. Donc il y a encore beaucoup de boulot côté monitoring et debugging. Alors, il y a les acteurs du cloud tels que Amazon ont écouté un peu les retours et ont fait des annonces. Donc en fin d'année, ils ont annoncé un nouveau projet qui s'appelle, si je me rappelle bien, X-Ray, qui a l'objectif d'essayer de proposer une solution unifiée pour monitorer la plateforme avec tous les services. Donc à voir ce que ça donne, c'est encore très jeune pour le moment. Pour terminer, on vient à Devoxx pour apprendre plein de nouvelles choses, pour rencontrer des gens qui agissent dans la communauté. On vient aussi à Devoxx pour se recharger les batteries. Donc j'avais envie de terminer par une note un peu optimiste ou rêveuse. Il y a quelques années, il y a une société d'une douzaine de personnes qui a fait une bête application de partage de photos qui s'est fait racheter $1 milliard, si je me rappelle bien. Voulez-vous faire partie de l'équipe qui aura créé la fonction à plusieurs millions de dollars, enfin, plusieurs centaines de millions de dollars? Merci.